Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bordeaux, au début du mois de janvier 1834. Vous la voyez, cette diligence qui arrive de Narbonne. Elle se présente sur la place de la Comédie, devant le magnifique théâtre de Victor Louis, vous savez. Et elle dépose, comme elle le fait 2 fois par jour, ses passagers. Tandis que les voyageurs récupèrent leurs bagages. Faut imaginer ce que c'est que les bagages de l'époque. 2 frères descendent assez vite de voiture et filent en direction de la rue Sainte-Catherine, qui commence là, tout près. Ces 2 frères arrivent sans affaire au port de la Lune. Depuis leur jeunesse, ces frères jumeaux, je précise. D'ailleurs, ils se ressemblent de façon incroyable. Ces frères apprécient de ne pas trop s'alourdir d'affaires encombrantes. Ils aiment trop la sensation de liberté. Louis et François Blanc, ils n'ont pas l'intention de s'encombrer. De toute façon, ils sont là pour repartir de zéro. Seulement cette fois, les frères Blancs décident de s'installer vraiment pour de bon dans cette nouvelle ville, dans cette ville de Bordeaux. Ils ont bien l'intention de faire fructifier le peu d'argent qu'ils ont hérité de leur mère. Il va falloir faire preuve d'inventivité, d'audace. Les 2 hommes ont 28 ans. Il faut vous dire qu'à 15 ans, ils avaient quitté le foyer provençal pour suivre un cirque itinérant qui passait dans leur village. Vous voyez un peu le genre. Les Blancs avaient appris à manier les cartes comme personne. Ils se sont spécialisés dans les jeux de hasard. Ils se sont rendus célèbres dans toute l'Occitanie. Et puis, voilà donc qu'en ce jour de janvier 34, Louis et François, qui n'ont pas de foyer, voici qu'ils arrivent à Bordeaux. Ils vont découvrir la vie bordelaise. Déjà, ils descendent la rue Sainte-Catherine et les gens les regardent étrangement parce qu'encore une fois, dites-vous qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils sont pas très grands, ils ont un large front, un nez fin, de beaux yeux, couleur marron foncé. Et alors, ce qui irradie de ces 2 jeunes gens, c'est leur sûreté. Ils ont une grande confiance en eux. Louis et François décident donc d'investir dans la bourse de Bordeaux. Là, il faut que je vous explique en 2 mots que depuis la Restauration en 1819, les bourses de province, il y en a à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, etc. Ces bourses de province, dont celle de Bordeaux, sont ouvertes aux négociations sur les emprunts publics et les valeurs mobilières. Ces bourses de province, elles feront d'ailleurs, on y fera des affaires pendant très longtemps. Elles ne survivront pas aux cotations électroniques au tournant des années 1980. Je ferme ma parenthèse. Donc, les frères Blancs trouvent une chambre pas très loin de la place de la Bourse, somptueuse place de la Bourse, vous savez, dans cet extraordinaire rideau d'architecture 18e sur les bords de la Garonne, qui va bientôt devenir la Gironde. On est sur l'estuaire, évidemment. Et avant d'investir, les Blancs ont bien l'intention de regarder comment tout ça fonctionne. Ils veulent comprendre le système, étudier son fonctionnement et, si possible, trouver les failles. Louis et François savent que la bourse de Bordeaux est influencée par celle de Paris. Si la bourse parisienne chute, ou à l'inverse, si elle croît d'un seul coup, ça entraîne immédiatement des mouvements dans les bourses de province. Les nouvelles de la bourse parisienne arrivent par malle-poste et pour arriver jusqu'à Bordeaux depuis Paris, elles mettent 3 jours. Les jumeaux se disent que si on arrivait à savoir avant les autres comment fluctue le marché parisien, alors là vous imaginez que ça anticiperait les ventes et les achats à réaliser en amont. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de Sylvie Aubert, bien entendu. À l'époque, comment faire pour savoir comment évolue la bourse de Paris ? Dès la fin du mois de janvier, les 2 frangins rentrent en contact avec un courtier qui habite à Paris, qui s'appelle Franck, et qui se rend, lui, très souvent à la bourse. Et ils vont lui proposer de le payer pour qu'il leur envoie, dès la clôture de la bourse parisienne, un pigeon voyageur avec les dernières informations boursières. Bon. Vous allez me dire, pourquoi pas? Sur le papier, le plan est bon, seulement ils vont faire une tentative pendant 3 semaines et le malheureux pigeon n'arrive jamais à destination. Ah bah oui, c'est un peu aléatoire, le pigeon voyageur. Il faut que le volatile ait décidé de rentrer au bon endroit. C'est pas toujours très facile. Donc les frères s'interrogent jusqu'au jour où leur vient une idée en se promenant du côté de la basilique Saint-Michel. Ah, mais là, il se passe une chose intéressante. Ils ont découvert à cet endroit une machine à laquelle ils n'avaient pas songé et qui s'appelle le télégraphe.
Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, on l'oublie souvent, mais au début du 19e siècle, la France dispose du plus vaste réseau télégraphique d'Europe. C'est le télégraphe Chappe, dont vous avez forcément entendu parler, qui avait été fondé par Monsieur Chappe, l'ingénieur, dans les années 1790, système télégraphique qui repose sur un concept assez simple. Je cite Patrice Carré. Il s'agit d'un relais de sémaphores situé selon le relief à une dizaine de kilomètres environ les uns des autres. Les stations sont placées sur des points élevés afin d'observer à l'aide d'une longue vue les signaux émis et de les répéter pour que les sémaphores suivants puissent les répéter à leur tour jusqu'à la ville concernée. Et chaque sémaphore se trouve donc doté d'une sorte de machine composée de 3 bras mobiles qui peuvent prendre 196 positions différentes, et chaque position veut donner soit un mot, soit un message, soit simplement une lettre. Quand on a vraiment un mot compliqué à donner, eh bien on utilise le télégraphe lettre à lettre. Avant cette invention, les messages circulaient à la vitesse des chevaux ou des navires. Et là, vous imaginez que le télégraphe Chappe a considérablement amélioré la transmission des messages. La première ligne s'est ouverte entre Paris et Lille en 1794. Il fallait 24 heures de voyage à l'époque pour qu'un message arrive à Lille, depuis Paris. Eh bien, avec le télégraphe et ses 16 stations jusqu'à Lille, il faut plus que 50 minutes. Ah, ça change tout ça. Peu à peu, le réseau va se moderniser, il va s'étendre jusqu'à unir l'ensemble des grandes villes à la capitale. Et en 1830, Lille, Strasbourg, Brest, Marseille, Lyon, Nantes et Bordeaux peuvent communiquer avec Paris en moins d'une heure. Le système possède des failles, c'est évident qu'il ne fonctionne pas la nuit, par exemple, et pour cause, ou quand il y a du brouillard ou des mauvaises conditions météo, mais le système possède aussi d'autres failles. Et ces autres failles, les frères Blancs vont être les premiers à les repérer, pour les utiliser bien sûr. Nous sommes à la veille de ce que un certain nombre d'historiens vont s'amuser à appeler la première cyberattaque de l'histoire. Les frères Blancs entrent en contact avec un fonctionnaire à la retraite qui était agent des tours Chappe, comme on disait à l'époque, pour parler du télégraphe. Le monsieur en question s'appelle Pierre Renaud. Il connaît parfaitement tout le cœur du système et il apporte les dernières informations manquantes à ce que l'on va pouvoir bientôt appeler la machination des deux jumeaux. Louis et François Blanc vont embaucher Renaud, qui va être une des pièces maîtresses de ce qui est en train de se mettre en place. Renaud sait exactement quel sémaphore on peut corrompre, en l'occurrence celui de Tours, qui se trouve en plein milieu de la ligne télégraphique qui joint, peut-être pas en plein milieu, mais en tout cas sur la ligne télégraphique qui rejoint Paris à Bordeaux. Le 15 mars 1834, les deux frères et le fonctionnaire prennent la route de Tours, et après 2 jours de voyage, ils se présentent devant le sémaphore de la ville. Et il frappe à la porte. C'est le moment justement du déjeuner. À l'époque, on appelle ça encore le dîner. Dans chaque sémaphore se trouvent 2 employés. L'un regarde les 2 sémaphores voisins, tandis que l'autre se trouve près du système à manivelle qui modifie la position du bras articulé sur le toit du sémaphore. Faut bien que ça fonctionne, ce truc-là. Les 3 Bordelais se présentent donc aux 2 employés. Ils leur font part de leur projet. Les fonctionnaires écoutent, jamais personne n'était venu se présenter à eux avec un plan comme celui-là. Inutile de vous dire que la légalité de ce qui est proposé pose un peu question. Alors voilà ce que les Bordelais leur proposent. Ils leur demandent d'ajouter de temps à autre quelques signaux à la fin des messages qu'ils reçoivent. En expliquant ça, les frères Blancs sortent de leur poche quelques gros billets. Bien entendu, le salaire d'un fonctionnaire du télégraphe, c'est pas grand-chose, c'est 1,50 franc par jour. Les frères Blancs proposent de les payer 50 francs chacun par communication. Les 2 fonctionnaires, évidemment, vont pas être bien longs à corrompre. Ils prennent les premiers billets, ils acceptent de réaliser quelques signaux supplémentaires à réaliser. Pourquoi pas. Et voilà que les Bordelais ont réussi leur coup. Enfin, les nouveaux Bordelais, les frères Blancs, les voilà repartis vers leur Gironde. Dans la voiture qui les reconduit, ils résument leur plan. Alors voilà comment les choses vont se dérouler. Ils ont à Paris cet agent qui s'appelle Franck. Celui-ci consulte tous les vendredis l'évolution du taux de la rente de l'État à 3%. Et dès la clôture, il transmet un colis à Tours par la dernière malle-poste. Si le taux connaît une petite augmentation, Franck envoie une paire de gants de couleur. Si la hausse est très élevée,
il envoie des gants blancs. Et si au contraire il y a une faible baisse, il envoie des bas de couleur, et s'il y a une très forte baisse, eh bien il envoie des bas blancs. C'est assez simple finalement. Et à Tours, le fonctionnaire qui a été enrôlé perçoit le colis dans la journée de samedi, et vers les environs de 16h, eh bien, il introduit un faux signal et puis un correctif. Et l'ensemble des sémaphores suivants reproduisent ces signaux. Et à Bordeaux, il y a le fameux Pierre Renaud, là, l'ancien fonctionnaire, qui a loué un appartement qui donne sur le dernier sémaphore avant le centre de Bordeaux et qui observe les signaux à la longue vue. Et il les écrit. Il rejoint les frères Blancs, il leur signale la clôture de Paris. Est-ce qu'il y a eu une forte hausse, une hausse faible, une faible baisse ou une baisse considérable? Et voilà comment Louis et François Blond vont percevoir 2 jours avant tout le monde les informations de la Bourse de Paris. On doit pouvoir dire que c'est le délit d'initié le plus épique de l'histoire financière française. Ah, et ça marche à merveille. Les frères Blancs vont s'enrichir tellement que bientôt ils vont pouvoir ouvrir une banque. On ne connaît plus qu'eux à Paris, où ils ont un train de vie considérable, richesse qui interroge tout de même certains. Comment se fait-il qu'à partir de 1834, ces 2 frères jumeaux, que personne ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, que ces 2 gamins, ils ont 28 ans, soient devenus à ce point excellent en spéculation qu'ils se soient enrichis en si peu de temps? Voilà ce qu'on peut lire dans un article du Monde. Les choses restent en l'état jusqu'en 1836, année où éclate un scandale à Bordeaux. Depuis quelque temps, les agents et les assidus de la bourse de cette ville commencent à trouver étrange le flair particulier de ces 2 banquiers bordelais. Ceux-ci, 1 ou 2 jours avant l'arrivée du courrier transmettant la cote, vendent avant la baisse ou achètent avant la hausse, réalisant de fructueuses opérations sur la rente d'État, le fameux 3%, base des fortunes de l'époque. Manifestement, ces gens sont renseignés, mais comment? C'est toute la question. Comme dans le monde de l'argent, on ne croit guère aux divinations, la seule solution apparaît, le télégraphe chape. Les particuliers n'ayant pas accès à ce moyen réservé au gouvernement, ça suppose des complicités, et une enquête discrète est donc ordonnée. Une surveillance attentive est instaurée à Paris, à Tours, à Bordeaux, lieux par où transitent les dépêches. Et pourtant, malgré la vigilance accrue des directeurs et inspecteurs, aucun indice n'apparaît, le mystère demeure et les opérations continuent. Et la Banque Blanc, pendant ce temps-là, fait son beurre, si vous me passez l'expression. Le système a l'air infaillible et on a beau mener des enquêtes, on trouve qu'il est parfois, on parle de bas blancs ou de gants noirs, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les bonnes choses, néanmoins, ont toujours une fin. Ce système va finir par s'effondrer, mais vous allez voir que la faille se trouve à un endroit tout à fait inattendu. Ça fait près de 2 ans maintenant que les frères Blancs piratent le réseau télégraphique pour savoir avant tout le monde l'évolution du taux de la rente de l'État, la fameuse rente à 3%, là, sur laquelle tout le monde spécule. Si vous avez lu Balzac, vous connaissez ça par cœur. Le système a l'air tout à fait rodé, sauf qu'il va chuter brutalement, et pour comprendre sa fin, il faut aller à Tours, au mois de janvier 1836. L'un des 2 agents du sémaphore, il s'appelle Lucas, est malade. Et un de ses amis, qui s'appelle Caïto, va prendre soin de lui dans ce qui s'annonce être ses derniers jours. Et juste avant de rendre l'âme, on est donc là le 21 janvier 36, Lucas fait part à Caïto du stratagème mis en place 2 ans plus tôt. Le mourant propose à son ami de le remplacer dans son travail s'il venait à mourir, et Lucas lui dit sur son lit de mort: « Tu es mon camarade, tu n'as qu'à dire Monsieur Guibou, que je t'ai appris les rapports qui existaient entre lui, moi et une société de bourgeois, et il te fera probablement participer aux avantages que nous en retirons. » Et Lucas meurt. Ah, le camarade ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Il s'était aperçu que son ami vivait évidemment au-dessus de ses moyens, du moins de moyens d'un fonctionnaire, mais Caïto est bien sûr intéressé à reprendre l'affaire. C'est difficile de résister, seulement le collègue de son feu ami refuse de l'intégrer dans la machinerie. Ça, c'est une erreur. En mai 36, Caïto décide de s'ouvrir de toute cette affaire
aux autorités. L'homme qui avait réalisé une première enquête infructueuse 1 an plus tôt est recontacté. C'était l'information qui lui manquait, ça, évidemment. Et les policiers débarquent au domicile du fonctionnaire de Tours, là, monsieur Guibou. Ils sont surpris de trouver une grande quantité de bases et de gants de première qualité. Les autorités constatent rapidement que le niveau de vie de ce fonctionnaire est tout à fait au-dessus de ce que pourrait normalement lui offrir un salaire d'agent du télégraphe. Et Guibou est bien forcé d'avouer la source de toutes ces richesses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et par une belle matinée du mois de juin 36, à Bordeaux, les agents viennent toquer à la porte des frères Blancs, qui nient en bloc tout ce qu'on leur reproche, bien entendu. Quand même, on les arrête. Et après quelques jours de prison, ils se voient obligés d'avouer leurs méfaits. La presse s'enflamme, ça passionne les gens, cette histoire. Les 2 hommes devenus banquiers en s'enrichissant grâce à une faille du télégraphe. Vous imaginez, ça marche, ça. Et après 7 mois d'enquête, la preuve, on en parle encore presque 2 siècles plus tard. Après 7 mois d'enquête, donc 7 mois de prison pour les deux frères, le fonctionnaire Guibou, l'ancien fonctionnaire Renault, et les 2 frères Blancs vont comparaître devant la justice. On est en 37, seul le Parisien Franck est absent, il a disparu dans la nature, lui. Le journal des débats écrit à propos des jumeaux: la ressemblance des frères Blancs est surprenante et principalement la face. On pourrait facilement les prendre l'un pour l'autre, même taille, même trait. Ils sont vêtus de noir, avec goût. Leur attitude assurée et dédaigneuse contraste singulièrement avec la tenue plus que modeste et même un peu honteuse de leurs co-accusés, qui du reste n'ont rien de remarquable. Bah oui, on n'est pas tout à fait dans le même monde. Le procès va durer 1 semaine. Les frères jumeaux se défendent pied à pied. Et la sentence est un coup de théâtre puisqu'on va acquitter tout le monde. Et oui, il n'existe aucune loi qui interdit d'utiliser un télégraphe à des fins privées. Il y a là un vide juridique. Les frères Blancs peuvent conserver l'ensemble des gains obtenus durant ces 2 années. Et quand même, dans la foulée, le Parlement va voter la loi de 1837 sur le monopole public des communications. Et la presse précise que les parlementaires ont été un peu traumatisés par le procès des frères Blancs. Ben oui, les frères Blancs, ils vont changer de métier d'ailleurs. Ils sont tellement riches maintenant. Ils vont se spécialiser dans les casinos. Louis Blanc va mourir en 1852, mais François Blanc, vous avez forcément entendu parler de lui puisque, bien sûr, il est le célèbre fondateur du non moins célèbre Casino de Monte-Carlo. Comme le raconte Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission et qui nous a fait rêver aujourd'hui, il y a eu des conséquences littéraires à cette affaire, puisqu'Alexandre Dumas s'est inspiré de cette histoire de télégraphe dans Le Comte de Monte Cristo, bien sûr, puisque Edmond Dantès va corrompre le fonctionnaire pour lui faire parvenir à la bourse de Paris de très mauvaises nouvelles, et c'est ce qui entraînera la chute et la ruine du banquier Danglars. Vous savez, eh bien, Alexandre Dumas n'a pas inventé cette histoire, il s'est juste contenté de lire la presse de son temps. Vous écoutez Radio Classique.